seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Beaucoup de débats autour de la gouvernance en République démocratique du Congo. Beaucoup de débats autour de ces budgets de 11 milliards de dollars. Les bailleurs de fonds demandent qu'on puisse réduire à 6 milliards parce que, semble-t-il, la RDC n'a pas la capacité de mobilisation suffisante. Est-ce qu'il faut effectivement diminuer ces budgets? Quels sont les moyens à la disposition de Félix Tshisekedi pour pouvoir amorcer enfin la reconstruction de ce pays avec un peu plus de moyens? Est-ce qu'il faut prévoir désormais une certaine discipline budgétaire de sorte que ceux qui arrivent aujourd'hui à parler de la gouvernance les fassent réellement? Quand est-ce qu'on va commencer à reconstruire ce pays, à poser des actes? Les investisseurs qui arrivent, quand est-ce qu'ils vont pouvoir débourser réellement les moyens? Les atouts de la RDC, le débat autour de cette problématique, c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'invité qui est un grand économiste, professeur d'université. Souvent, il n'a pas la langue dans sa poche. Bienvenue, Godempoy. Merci beaucoup, JMK. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Je signale que vous n'êtes pas à présenter. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes... au propre, comment figurer? Oui, un homme de Dieu qui n'a pas de copine. Vous voyez que vous commencez bien. Ah voilà. Alors installez-vous alors. Merci. On va pouvoir parler. Allez-y. Merci. Installez, nous allons parler avec vous d'une manière beaucoup plus franche aujourd'hui parce que ceux qui nous suivent ici en direct à Kinshasa et à travers le monde se posent toujours cette question. Est-ce qu'en RDC, il y a la capacité de mobiliser les moyens suffisants pour reconstruire ce pays, construire ce pays? Félix Tshisekedi avait proposé, pour une fois qu'on ait un budget de 11 milliards de dollars, eh ben, cette ambition vient d'être battue en brèche par les partenaires du Fonds monétaire international qui se sont réunis il y a une quinzaine de jours à Kinshasa pour dire que non, il faut réduire ces 11 milliards à presque 6 milliards parce que la capacité de mobilisation de moyens par la RDC est plutôt mince. Est-ce que vous, d'abord merci d'avoir répondu à cette invitation, vous qui êtes un grand professeur d'université, un observateur averti, est-ce que vous êtes d'avis que nous n'avons pas les moyens de notre politique, que ce pays est condamné à avoir un budget de 5 milliards de dollars, 6 milliards de dollars, et que jusqu'aux prochaines générations, le Congo aura toujours du mal à mobiliser les moyens, malgré les capacités, les potentiels dont on parle, les mines, l'agriculture et tout ce qu'on a toujours dit que le Congo est riche, mais avec un budget maigre de 5 milliards. Merci beaucoup, JMK. Il y a quelques précisions qu'il faut apporter avant de répondre à votre question. C'est que j'ai un grand respect pour le Fonds monétaire international. Je suis de ceux qui pensent que toutes les économies en difficulté doivent y recourir. Mais je ne suis pas d'accord, si ce que vous dites est vrai, que les Congos... Ce n'est plus un secret pour personne, hein? C'est affirmé haut et fort que non, ça peut vos prétentions à 11 milliards, c'est des rêveries. Ça peut être des avis peut-être d'experts, mais jusqu'à ce matin, au ministère du Budget, il n'y avait aucune injonction dans ce sens. Et ce que je voulais dire ici, la première précision, c'est que la maladie des Africains, c'est de croire que ce que dit le Fonds monétaire, c'est l'oracle de Delphes. Oui. Non. Ce sont les développeurs. Oui, donc, non, mais tout ce qu'ils disent ne reflète toujours pas la réalité. Il appartient aux États aujourd'hui de s'approprier les recommandations du Fonds monétaire. Pour parler de ce qui nous concerne par rapport à notre budget, oui. Si un tel avis a été émis, je crois qu'il mutile les réalités économiques de la RDC. La RDC a la possibilité
d'avoir un budget d'au moins 11 milliards cette année. Est-ce que Félix Tshisekedi avait vu trop grand pour proposer 11 milliards? Non, oui, c'est en fait l'une des... En management, il y a ce qu'on appelle les 5 F du leader. C'est notamment la faculté de distanciation. Donc, les leaders voient loin et large. Moi, j'encourage et soutiens cette démarche combinée du président et du gouvernement. Nous pouvons avoir facilement un budget de 11 milliards, mais si naturellement on tient compte du poïsme, comme j'étais en train de le dire. Et pour ceux qui parlent de ce budget, lorsqu'on fait l'évaluation du budget d'un État, il faut d'abord commencer par son recentrage macroéconomique et sa charpente. Et lorsque vous analysez le budget 2020 de notre pays, vous allez vous rendre compte que le PIB en moyenne c'est autour de 55 milliards de dollars. Et il y a un taux de croissance qui est prévu de 5,4%, tandis que la pression fiscale s'est cristallisée à 15%. Mais le problème n'est pas seulement là. Il faut maintenant entrer dans l'ossature de ce budget. Dans les budgets d'un État, il y a les recettes courantes, il y a les recettes exceptionnelles, il y a les recettes pour des gens passer des meilleurs. Mais je vous pose cette question parce que ceux qui nous suivent vont penser qu'on est resté dans les préceptes généraux et que ça ne peut pas justifier qu'on puisse avoir des prétentions de 11 milliards. Les analystes, les experts, les fonds monétaires et tous ces gens de Washington, Bretton Woods, disent que durant 2019, depuis que Félix est au pouvoir, il n'y a aucune réforme qui a été concrétisée. Pas de réforme. Deuxièmement, les régies financières n'ont pas la capacité de mobiliser autant. Or, la RDC vit que de la DGDA, DGI, DGRAD et puis accessoirement de DGRK ou dans certaines petites villes ou la capitale, où il y a la DGRK, etc. Ça, c'est la première question. Deuxième question, à Indaba, en Afrique du Sud, au Cap, il a été constaté que même la première mine que la RDC vient de mettre en place ne produira que dans 6 mois, admettons 1 an maximum. La GECAMINE, il y a la baisse de revenus du cobalt. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Ces 11 milliards, on va les trouver où? Le mandat est déjà entamé à 2 ans. Merci beaucoup. Oui. Si les gens disent qu'en 2019, il n'y a pas eu de réforme, mais je pense que ces gens devaient savoir que le Congo n'existe pas qu'en 2019. Donc, en fait, le développement d'un État, c'est une démarche processuelle. Il se fait dans un continuum. Je crois, je voudrais le répéter, et ce que j'ai dit, je le répéterai même devant un physique, c'est que le 26 mai 2001, il s'est passé quelque chose dans ce pays. Le 26 mai 2001. Voilà. C'est à ce jour-là que le président honoraire, le Raïs, avait renoué avec le Fonds monétaire international. 3 choses, ou 3 mesures ont été prises. Il fallait laisser la monnaie flotter. Il fallait pratiquer la vérité des prix dans le secteur pétrolier et il fallait accepter la foultitude des réformes qui ont été proposées par les fonds monétaires. Donc ça, dans la foulée, 2001, c'est 2001, oui. Et la réforme phare a été le code minier version 2002. Et je ne sais pas si on parle de réforme en 2019, je ne sais pas si on veut qu'on puisse revoir le code parce que ça, il ne faut pas y toucher, c'est notre fleuron. C'est ce qu'ils visent. Donc, je ne suivrai pas. Ils disent que pour que vous ayez plus de moyens, il faut revoir ce code minier qui pénalise les grands investisseurs. Éviter des avis télécommandés. Donc, c'est depuis 2001 qu'il y a eu une foultitude, une flopée de réformes dans ce pays, dans tous les secteurs économiques. Maintenant, c'est dont nous avons besoin. Ce ne sont plus des réformes, mais c'est leur application. Donc, c'est pour dire que les présidents de la République que notre peuple appelle affectueusement Fachi Béton a trouvé un matelas qui a été déjà dressé et je crois que fort de sa détermination, il va nous aider à transformer ce pays et obtenir les budgets de 11 milliards de dollars. Donc, ce qui évoque les réformes
Apparemment, ils ne connaissent pas l'histoire de la RDC. Alors, maintenant, oui. La deuxième précision par rapport à la situation minière. Oui. En fait, les analyses économiques ne se font pas de manière sectorielle. Lorsque vous analysez les questions économiques de manière sectorielle, vous faites de la mésoéconomie, vous ne faites pas de l'économie. Mésoéconomie? Oui, vous faites de la mésoéconomie. Donc, pour bien comprendre la situation de la RDC et les raisons de notre optimisme, c'est que lorsqu'on fait le cadrage macroéconomique d'un État, il y a certes des aspects nationaux, mais il y a des aspects internationaux. Les grands partenaires de la RDC sur le plan du commerce international, c'est d'abord l'Union européenne en tant que regroupement, mais lorsqu'on parle des relations d'État à État, c'est la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est 17,3% du PIB mondial. La Chine contrôle 8% des importations mondiales, 12% des exportations mondiales, et elle vous achète à elle seule entre 40 et 50% des matières premières sur la place internationale. Alors, pourquoi on est en train de vivre ces marasmes? Oui. Ce n'est pas du fait du chef de l'État, comme les gens cherchent à l'expliquer. Oui, ils disent jusque là, les investisseurs qui arrivent... Les drames chez nous, c'est qu'on a des encyclopédistes. Tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout. Il parle du sport, parle de l'économie, y compris de la Constitution. De la Constitution, même ceux qui ne sont que des produits de la faveur. Donc je referme la parenthèse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique la situation économique actuelle? Oui, la crise. Je ne veux pas me perdre dans les balisages historiques. Nous avons commis ensemble une bourde dans ce pays en 2013. C'est-à-dire? Je vous ai parlé de 2001. Donc, en 2001 même, nous avons eu le programme intérimaire renforcé, pire. En 2002, nous avons eu PEG 1. Et ce PEG 1 n'a pas été concluant. Le problème de la RDC, c'est que nous n'avons pas la discipline gestionnelle. Je vous ai toujours dit qu'il y a une théorie que j'ai développée depuis plusieurs années qu'on appelle l'impoïsme. Il est constitué de 3 éléments. La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et enfin la bonne intelligence avec la communauté internationale. Et où est-ce que vous mettez les trains de vie de l'État? C'est dans la discipline des dirigeants. Donc, c'est ça l'impoïsme? Oui, l'impoïsme. Oui. Donc, on doit avoir une discipline budgétaire. On doit avoir une discipline managériale. Donc, on ne recrute pas n'importe qui. Mais justement, laissez-moi vous poser une question juste sur l'impoïsme. Oui. Aujourd'hui, depuis ce mandat de Félix Tshisekedi, que de scandales, notamment dans les 100 jours. Les tout premiers paliers de ces réformes, de son programme de reconstruction, son propre cabinet et aujourd'hui le procureur général a enclenché des enquêtes sur la bonne gouvernance des premiers sous qu'on a mis en place pour les sauts moutons, etc. Comment voulez-vous qu'on puisse mobiliser les moyens qu'on emploie si déjà on part mal avec les premiers 100 jours? C'est pour ça que les gens disent que vous avez vu trop grand avec 11 milliards et que le précepte de base d'impoïsme, la discipline de l'État, trop déconseillé, le gouvernement est fantasque, tout le monde voyage à tout le temps, il y a trop d'argent qui est dépensé. Où est-ce qu'on va mobiliser l'argent pour s'atteler à des projets beaucoup plus rentables pour la population? Je suis tout à fait d'accord avec vous et je dois vous dire que les 100 jours, ça a été la meilleure chose que nous avons connue en 2019. Mais s'il y a eu des dérives, les gens doivent faire la prison. Les gens doivent faire la prison. Si les faits sont établis, il faut que les gens fassent la prison. C'est ça le message. Vous avez été l'un de premiers à mettre les gens en prison oui, ici, hein? Oui, je vous l'ai dit. Et j'ouvre une parenthèse, donc j'aurai le temps d'en parler. Je ne vous demande pas de poser la question. Donc à ce titre-là, je voulais seulement donner une information de manière générale que la Cour constitutionnelle ne peut pas analyser les actes posés par le président de l'Assemblée provinciale parce qu'il s'agit des actes administratifs et non des actes réglementaires. Je referme la parenthèse. Donc le problème qui est là, c'est qu'il faut, vous m'avez précédé, vous êtes déjà dans les solutions, il faut envoyer un message fort aux prédateurs, aux voleurs
Les voleurs. C'est que vous traitez avec beaucoup de dureté. Oui, mais malheureusement, ils ont beaucoup d'alliés. Nous devons les traquer juste dans leur dernier retranchement. Les raïs, regardez, je dois vous dire, les pères de la croissance économique dans ces pays, s'est plaint qu'ils n'avaient pas 15 personnes. Pour développer le Congo. C'est ça là, le problème que nous avons. Nous avons un problème anthropologique. Ce pays, pour qu'il avance, a besoin de personnes techniquement au point et éthiquement au-dessus de tout soupçon. Donc, si ce que vous dites là, pour les sauts des moutons, les faits sont établis, il faut impérativement envoyer ces gens à Makala, vendre leurs biens et remettre l'argent dans la caisse. Vendre leurs biens. Je vous parle de ma petite expérience. Oui. Je sais que nous n'avons pas encore vraiment transformé la ville. Oui. Mais ce qui s'est passé lors de notre arrivée? Nous avons envoyé des gens en prison. Oui, ça, pendant que je parle avec vous, les recettes de la ville ont déjà doublé. Ah bon? Je vous l'ai dit. Il y a la dissuasion déjà. Ont déjà doublé, mais ce n'est pas ça. Ça ne doit pas décupler, ça doit centupler. Nous, le problème qui est lié à la mobilisation accrue des recettes ici, ce n'est pas un problème de l'économétrie. C'est un problème de mentalité. Les gens sont mal habitués dans ces pays. Et d'écoulage. Oui, c'est ça qui tue le pays. Et je vous dis, moi, parce que dans les programmes de référence qui a été signé entre les gouvernements et les FMI, il y a des critères quantitatifs, mais il y a des critères qualitatifs. Il faut améliorer la gouvernance dans ces pays. On ne peut pas comprendre que pour un pays qui a, depuis la réforme de 7 juillet 2008, et sur ce plateau, je vous le disais, Jean-Marie, GMK, que cette réforme de la Banque mondiale sur les entreprises du portefeuille n'apportera aucun résultat. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, absolument. Je vous l'avais dit. Absolument, je confirme. Je vous l'avais dit. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens de la Banque mondiale, ils peuvent me regarder dans les yeux? Donc vous étiez prophète, hein? Nous avons, ce n'est pas de la prophétie. Ce que je voulais dire, les gens doivent le savoir, que dans ces pays, il y a des gens qui ont fréquenté pratiquement les mêmes écoles que les experts de la Banque mondiale. Je ne parle pas de moi-même. Ils ont les légers avantages. Vous allez jusqu'à Harvard, ils ont les légers avantages de connaître mieux le Congo. Les collègues du Fonds monétaire sont puissamment intelligents. Ils font partie des personnes les plus capées du monde. Mais ils ont des difficultés en Afrique parce qu'ils ignorent la théorie de la contingence. En management, il y a une théorie de la contingence qui veut qu'on adapte les principes à l'environnement. Mais nous vivons une certaine myopie du Fonds monétaire international qui n'a qu'un seul logiciel qu'il veut appliquer partout. C'est pourquoi ça ne passe pas. Donc, au-delà... Mais c'est quoi le modèle qu'il faut appliquer? Vous, les économistes, très souvent, c'est pour ça que les gens de la Banque mondiale, au Fonds monétaire, quand ils arrivent ici, ils disent, voilà, on se passe des nationaux... je vous dis... Ils ont des sentiments... Je vous dis... Ils ne sont pas cartésiens... Je vous dis que s'il y a des gens qui peuvent apprécier la qualité de mes prestations, c'est entre autres les caméras et les journalistes de Télé 50. C'est le Fonds monétaire qui nous avait amené cette TVA mal conseillée, très mal appliquée. Je vous avais dit que ça ne marchera pas. Cette réforme de la TVA. Aujourd'hui, plus personne ne peut vous montrer l'argent produit par la TVA. Donc, ce n'est pas de la prophétie. Moi, c'est mon boulot. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Non, mais vous voyez mieux, je suis dans ça depuis plusieurs années et je comprends un peu comment ça fonctionne. Donc, bref, c'est pour vous dire que lorsque vous posez les diagnostics dans un État, le management, c'est pratiquement la médecine. Le management s'applique dans les organisations, tandis que la médecine s'applique au niveau des corps humains. Donc, lorsque vous posez les diagnostics sur les malades, il faut que la thérapeutique soit en syntonie avec les causes, pour ne pas parler de la cause, de cette maladie-là. Donc, lorsque la thérapeutique est disproportionnée, donc vous n'aurez pas de résultats. Tous les diagnostics qui ont été posés dans ces pays, nous avons un problème d'hommes. D'hommes? Oui. Donc, vous savez que... Mais comment c'est le problème d'hommes? Parce que depuis 1960, on a formé suffisamment. Malheureusement, donc vous êtes encore très loin. Lorsqu'on parle des hommes comme ressources, des ressources au sens de François Pérou,
Il ne s'agit pas des hommes moyens, il ne s'agit pas des hommes inachevés, il ne s'agit pas de produits de la faveur, il ne s'agit pas de produits de la tricherie, il ne s'agit pas de produits de la corruption. Parce qu'il y a les hommes de la tricherie. En fait, qui ont la formation de la tricherie. Ah oui, oui, mais lorsqu'on défend des thèses de doctorat dans des conditions infra-académiques, on sera diplômé, mais on ne sera jamais intellectuel. Donc, le Congo a besoin des archives intellectuels qui sont capables de mettre non seulement des avis éclairés, mais aussi canoniques. Et ce sont ces gens-là qui ont développé en eux la trilogie du savoir. À savoir, les savoir-être, les savoir-vivre et les savoir-faire. Donc, c'est pour dire que l'atonie d'homme que nous avons dans ces pays, c'est au sens de Gary Becker. Donc, ce prix Nobel américain de l'économie, il a développé une notion qu'on appelle le capital humain. Donc, le capital humain est différent d'un diplômé. À quel niveau? Un capital humain, c'est celui qui a fait des études exigeantes. Et comment on identifie ceux qui ont fait des études exigeantes? C'est au regard de l'école qu'on avait fréquentée. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas étudié sous les arbres. De deux, un capital humain, c'est quelqu'un qui doit être en bonne santé. Physiquement. Physiquement. Avec de l'énergie. Voilà. Et de trois, il doit avoir suffisamment d'éthique. C'est ça les tatillons. C'est ça les moutons à 5 pattes qui peuvent changer la République. Mais comment vous allez faire? Mais si nous continuons à arrondir les angles. Oui. Hein, parce que quelqu'un a acheté un diplôme quelque part. Arrêtez d'appuyer là-dessus, les gens vont penser que vous pensez à eux. Non, on va voir ici des droits de réponse, etc. Non. Moi, je ne m'attaque jamais. J'ai de la hauteur. Je ne peux jamais individualiser les débats. Mais je suis dans l'analyse. Mais vous constatez des travers, hein? Oui, non, je ne vois pas que les côtés noirs de la ligne. Mais je fais un effort pour aller au-delà du bout de mon regard et de comprendre que les pays, pour qu'ils avancent, tous les pays qui se sont développés, cela est arrivé grâce aux meilleurs enfants de ces États-là. Donc si nous voulons aujourd'hui que les choses marchent dans ces pays, nous devons instituer la méritocratie. Dans la fiche qui a été donnée, la note qui a été donnée au Fonds monétaire à José Ncé, le ministre des Finances, il a été dit par nos partenaires que pour qu'on puisse entrer en programme, il faut notamment réduire la masse salariale. Il y a trop de fonctionnaires, vous allez dans les ministères, vous allez dans la fonction publique, vous allez même dans les entreprises du portefeuille, il y a énormément de gens qui ne servent à rien. Or, ici, on parle de la solidarité nationale. Oui. Comment vous allez faire l'adéquation entre la solidarité nationale, la lutte contre le chômage, et l'efficacité, la rentabilité des gens qui doivent travailler réellement? L'erreur que nous avons tous commise dans ces pays, c'est d'avoir cherché à faire fonctionner notre pays selon les liens du sang et des sentiments. Oui. Nous cherchons à arrondir les angles. Donc, lorsqu'on crée une structure, il faut qu'il y ait un job description. Donc, on doit avoir un organigramme. On sait que pour fonctionner de manière optimale, nous avons besoin d'autant de ressources. Et là, je voudrais rappeler qu'en théorie des organisations, il existe ce qu'on appelle les ressources fondamentales d'une entreprise, donc d'une organisation. Ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être un État. Et ces ressources, ce sont les ressources financières, ce sont les ressources matérielles, ce sont les ressources naturelles, mais il faut également les temps comme ressources pour qu'on puisse faire avancer vous permettez d'abord que je vous pose ces deux questions parce que nous sommes suivis en direct. Ah oui. Ceux qui sont chez eux peuvent aussi poser des questions. On a Julien Kaniki qui nous appelle d'Afrique du Sud, qui pose cette question de savoir combien la ville de Kinshasa, par exemple, apporte dans le budget national. Et puis Marcel Kassaï, depuis Kitambo, ici à Kinshasa, qui voudrait savoir les réformes que l'Assemblée provinciale que vous dirigez a mis en place pour réhabiliter, plutôt rentabiliser la ville des provinces de Kinshasa. Voilà. On répond aux questions, puis vous allez continuer. Oui, les compatriotes qui est en Afrique du Sud, je crois qu'il est passé à côté de la plaque. La ville de Kinshasa ne contribue pas au budget national parce que la ville de Kinshasa a un budget autonome. Par contre, avec la décentralisation, comme toutes les provinces, environ 70% des budgets des provinces proviennent du budget national. Donc il y a une rétrocession. Donc c'est une information. Je crois que lui, il vit à l'étranger. Absolument. Il ne connaît pas comment fonctionne la décentralisation chez nous. Oui. Par contre, c'est nous qui bénéficions des appuis
du gouvernement central. Donc, quelles réformes vous avez fait au niveau de Kinshasa? Ça, c'est Marcel qui nous appelle de Kinshasa. Oui, il y a eu, depuis que nous sommes là, il y a eu plusieurs réformes que nous avons mises en œuvre au niveau de la ville de Kinshasa. Nous avons aujourd'hui, par exemple, depuis que l'Assemblée provinciale existait, il n'y avait pas un règlement financier, il n'y avait pas un règlement administratif. Pendant tout ce temps? Nous avons voté plusieurs édits, mais la grande réforme que nous avons apportée, c'est l'application des textes qui existaient. Les textes existent. Avant nous, n'était pas appliqué. Et avant nous, les gens ne savaient pas qu'il y avait une cogestion entre l'exécutif et le législatif. Ah, on pensait que ça c'est notre rapport. L'exécutif faisait tout. Non, et non, vous étiez là que pour contrôler. Nous ne disons pas que nous sommes plus intelligents que les autres, mais nous sommes dans les textes. Ceux qui lisent la loi des 2 minutes portant principes fondamentaux de libre administration, ils savent qu'il y a l'article 40 de cette loi qui subordonne l'équitus de l'Assemblée avant que l'exécutif ne puisse poser certains actes. C'est notamment les cas d'endettement, la création des entreprises, la coopération. Avant nous, l'exécutif allait prendre des dettes dans des banques. Oui. Et ça passait par l'Assemblée. Ah bon, donc c'était comme ça? Ça, c'est notre rapport. C'est nous qui avons réveillé la République. Les crédits, par exemple, c'est nous qui avons relevé la République. Et je vous dis que nous devons recycler les membres de plusieurs institutions en droit parlementaire parce qu'il y a trop de déchets de ce côté. Par exemple, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, ne peut pas les contracter un crédit auprès du Non. Sans que vous, Assemblée provinciale, il faut impérativement vous donnez votre avis. L'équitus. Avant nous, ça ne se faisait pas. Donc Kimbout était le type puissant, il faisait tout ce que je ne parle pas moi des individus ici, mais je constate qu'avant nous, ça ne se faisait pas. Et toute dette qui n'a pas suivi cette logique, c'est un détournement et un excès de pouvoir. Et vous allez la payer ou pas? Au nom du climat des affaires, nous ne voulons pas encore traquer les banques, mais nous traduisons en justice ceux qui avaient pris l'argent, ils vendront leurs biens pour rembourser la dette. Merci beaucoup. Alors, parce qu'il faut protéger les entreprises dans le cadre du climat des affaires. Merci bien. Mais c'est que nous sommes sérieux. Oui. Les banquiers doivent savoir que les exécutifs provinciaux ne peuvent pas contracter des dettes sans l'équitus des assemblées provinciales. Ça, c'est l'apport de l'APEC. Très bien, c'est compris maintenant qu'il y a des réformes qui ont été apportées. Et j'en profite pour dire, je sais qu'il y a des gens qui filment, ils disent, mais elle parle toujours de l'économie, mais la ville était redevenue sale. Non, jusqu'en novembre, ça marchait. Jusqu'en novembre? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Le gouvernement central a résilié les contrats avec les ONG qui nettoyaient la ville sans nous prévenir. C'est pas vrai. J'ai l'autorité de le dire. Ça fait pratiquement 5 mois que nous ne recevons pas les frais de fonctionnement. Il fallait nous remercier parce que par moment, nous recourons à nos maigres moyens pour nettoyer cette ville. Et ça va marcher. Ça va changer ou pas? Non, mais vous voyez déjà, ça a repris. Hein? Il faut sortir sur le boulevard du 30 juin. Il faut sortir après cette émission, passer sur le boulevard du 30 juin. J'ai affaire d'abord au président. Vous allez voir que ça redevient scintillant et brasillant. N'est-ce pas? Ah, voilà. Alors aujourd'hui, on ne parle pas du président avec le prix. Non, non, aujourd'hui c'est le professeur, ça n'a rien à voir. On parle économie. Vous êtes en train de dire ici, d'expliquer cette contradiction en Afrique, où si vous êtes membre d'un parti politique, si vous êtes membre d'une famille, on ne regarde pas la compétence, l'adaptabilité dans l'environnement professionnel, on vous embauche quand même. Et ce qui fait qu'il y a des trop pleins d'employés dans les et pour rien. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que vous serez traité d'égoïste? Non, il y a ceci. Donc, l'ultime voie, aujourd'hui dans les administrations, c'est de passer par des concours sérieux. Les concours? Oui, et vous aurez remarqué que même les postulants n'aiment plus les concours. Donc, lui-même, il passe un concours, il sait qu'il ne sait pas écrire, directement il dit, ils ont déjà c'est mal organisé. Ils ont déjà leurs candidats. Non, nous, au niveau de l'APK, nous allons publier les copies d'examen dans les réseaux sociaux. Et vous allez voir. Vous allez faire mal avec ça. Non, si les gens ne protestent pas, tant mieux. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui. Aujourd'hui, la 5e roue de la charrette pour la RDC, ce sont les meilleurs enfants de ce pays. Les enfants qui ont fait des études bien, qui ne volent pas. C'est à ces enfants-là qu'il faut confier les entreprises. Mais ils sont où ces enfants? S'ils ne sont pas de vos partis politiques, s'ils ne sont pas de votre tribu,
de votre province, etc. S'il est juste intellectuel, il a ses diplômes. Non, là, il va avoir la chance je voulais vous dire, je disais la fois passée, que lorsque vous voulez jouer la Lina Foot, il faut avoir une équipe. C'est-à-dire que les hommes ont des ambitions. C'est vrai que les ambitions des hommes sur la terre doivent être rabotées par l'unité de mesure. L'unité de mesure. Oui, et l'unité de mesure, à mon sens, c'est la bonne école. Alors, lorsque vous ambitionnez, lorsque vous voulez candidater pour gérer le pays, il faut appartenir à un regroupement politique. Pourquoi il faut tirer ces meilleurs-là dans la classe politique? Oui. Parce que la classe politique est redevable devant la population. Mais moi, quand je passe, je suis interpellé, donc je ne peux pas accepter de confier les pouvoirs d'entreprise ou les pouvoirs d'État à quelqu'un qui n'a aucun engagement avec la population. Moi, je suis redevable de la population. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est aussi cela. Mais est-ce que dans les partis politiques, on doit choisir aussi ceux oui, qui ont... il appartient aux partis politiques de choisir des tatillons. Il faut choisir les meilleurs, oui, des gens qui valent la peine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les grands problèmes, les grands déficits que nous avons, c'est en termes de qualité des ressources humaines. Oui. Donc, il faudra que cette histoire de vendre les diplômes, ça doit s'arrêter. Il faut que, je sais que les enfants sont très intelligents. Sur ça. Oui, j'insiste parce que, à part l'homme, rien d'autre ne peut développer un État. Le Japon n'a pas de ressources naturelles comme nous. Mais il prête l'argent aux Américains. La Singapour n'a pas de ressources naturelles. Qu'est-ce qui s'est passé, vous avez étudié dans ce pays, vous avez grandi dans ce pays. Qu'est-ce qui fait que vous êtes excellent? J'ai mis ça sous mon propre contrôle. Merci, merci quand même, ça me fait du bien. Je vous en prie. Oui, je ne le savais pas, ça me fait du bien. Et quand ça vient de vous, c'est sérieux. Oui. Vous n'êtes pas un truand, vous. Ah. Qu'est-ce qui fait que il y a une classe de ceux qui sont intellectuellement bons et une génération de jeunes gens qui disent aujourd'hui chancellor au Pamba, on peut pas, il faut pas être d'une certaine coterie, il faut une certaine proximité pour s'en sortir. Est-ce que c'est sociologique? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est conjoncturel? Qu'est-ce qui s'est passé? En psychologie, GMK, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. C'est-à-dire l'enfant ne fait que ce qu'il a vu l'adulte faire. Et chacun de nous... Si l'adulte vole et l'enfant voit, il va voler aussi. Je complète. Chacun de nous réagit devant les faits sociaux selon le moule social d'où il est issu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, depuis un certain temps, les meilleurs profils n'est plus un atout au Congo. Avoir un meilleur profil. Oui. Bonnes études, intellectuellement oui. bon, excellent. Non, les meilleurs profils n'est plus, peut-être que ça va changer, n'est plus un atout. Je ne dis pas que tous ceux qui exercent les grandes fonctions n'ont pas de meilleurs profils. Alors cela a découragé les enseignants. Parce que vous pouvez voir un brillant étudiant, un homme puissamment intelligent. Vous savez que vous, là, les gens ne savent pas qu'à part la télé, vous êtes un grand financier. Donc les gens ne le savent pas. Alors, c'est le fait qu'à un certain moment, des gens qui n'avaient pas de qualités exceptionnelles ont eu à exercer des fonctions spéciales, cela avait dénaturé un peu la fonction des études dans un État. Et de plus, c'est pourquoi il faut remercier le gouvernement passé et actuel, parce que c'est la coalition FCCK qui sauvera le Congo. À un certain moment, les professeurs avaient un salaire de $100 dans ce pays. $100? Oui. Bon, ceux qui sont à l'étranger, là, qui nous suivent en et Europe, c'est ce qui fait que... Godin Poïman. Non, à un certain... je vous l'ai dit. Dans ce pays. Je vous l'ai dit, je suis dans l'enseignement depuis, si je ne m'abuse, depuis plus de 20 ans. Et je ne suis pas venu dans l'enseignement comme un dégoga. Pas réflexion. Comme un dégoga. Donc moi, j'ai été assistant premier mandat. Assistant second mandat, mais ce n'est pas ça qui fait de moi intelligent, et je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres, mais c'est un cursus. Soyez pas modeste. Donc on ne devient Vous avez publié autant de livres. On ne devient pas professeur comme ça, comme le prophète d'une église. Sans publier. Donc j'ai été assistant premier mandat, second mandat, chef de travaux, professeur associé, professeur, et j'en passe des meilleurs. Donc c'est pour dire que si nous, pour valoriser l'éducation, nous devons faire la promotion des meilleurs.
il faudra d'abord qu'au niveau de l'enseignement qu'il y ait du sérieux, mais il faudra aussi que sur les champs professionnels qu'il y ait la méritocratie. Et je crois qu'avec cette culture de concours qui est en train de revenir, nos enfants qui sont très intelligents mais victimes du système, ils auront à jouer un grand rôle dans ce pays. Comment vous vivez Godempo? Ça c'est une question beaucoup plus personnelle et ceux qui nous suivent vont le comprendre. Vous qui êtes, je souligne encore, meilleur, quand vous travaillez avec les médiocres, ça se passe comment? Ça me révolte. Ça m'interloque. Ça me choque. Ça vous choque? Oui. Et mais vous subissez quand même. Mais c'est pourquoi je me suis décidé de m'engager dans la vie politique. Les jours où j'aurai suffisamment de responsabilités dans ce pays, je mettrai de l'ordre en RDC. Mais quand ça, je vous l'ai dit. Quand on dit Godempo, c'est une grande gueule, il pense qu'il est intelligent, non, il donne des leçons. Non. Non. D'où tirez-vous cette suffisance? Non, je n'ai jamais été suffisant, mais je suis de ceux qui pensent qu'avant de parler en public, il faut convoquer les grandes forces de l'intelligence. Et j'ai un petit parcours polygonal qui me permet d'appréhender certaines choses. Mais je ne dis jamais que je suis plus intelligent que vous. Cette économie... et je vous dis, s'il y a des choses que Dieu m'a données, moi, c'est l'humilité. Ce que moi j'ai fait, si les autres l'avaient fait, ils auraient déjà dressé des chevilles allaient gonfler. Est-ce que vous m'avez déjà vu organiser? Je suis avec vous depuis plusieurs années. Oui. Je vous ai déjà invité à une fête parce que je venais de terminer des études telles ou telles. Non, je n'ai pas vu ça. Et même mon épouse, elle le sait. C'est que monsieur, donc, quand il va soutenir sa thèse de doctorat, soit il prend l'avion seul, il revient. On n'a même pas la moitié du gouvernement. Non, il n'y a même pas de caméra. On n'a même pas la moitié quand du gouvernement. Quand c'est fait ici, monsieur Parcel. Absolument. Voilà. Alors, donc, je suis un homme trop simple, mais pas simpliste, mais j'ai un appétit d'ordre. Je n'aime pas voir des gens bien formés comme vous là, en train de souffrir. Heureusement que vous ne souffrez pas. J'essaie. Oui. J'essaie de donc vous êtes... J'essaie de mentionner, c'est pas évident. Oui, Quel conseil vous donnez au Premier ministre Ilunga dans cette contradiction de 11 milliards avec le capital humain problématique, avec les facteurs délai et les contraintes de paiement sur base caisse? Bon, c'est simple. D'abord, je voulais dire que sur les 11 milliards, que les gens n'exagèrent pas, 17,3% de ces recettes viendront de l'extérieur. 17? Oui. C'est-à-dire que nous, en tant que ressources internes, nous restons autour de 9 milliards. Et pour les gens qui vous disent que c'est impossible, je ne sais pas d'où ils tirent cela. Aujourd'hui, les meilleures pratiques fiscales attestent que lorsque vous êtes dans l'espace OCDE, les ratios recettes fiscales PIB, c'est autour de 33%, mais il y a des États, comme la France, qui vont jusqu'à 47%. Lorsque vous êtes partout en Afrique ici, ce ratio est de 20%. Moi, je vous déçois qu'on a moins de 20. Non, on est là d'ailleurs je vous ai parlé lorsque je faisais les décentrages macroéconomiques du milieu, on s'est arrêté à 14. Pour quelles raisons? Alors, et lorsqu'on commence ces discours, vous avez des prétentions. Lorsqu'on commence ces discours de mobilisateurs, moi je suis contre. Donc les conseils que je peux donner à notre gouvernement, oui. J'insiste là-dessus, je dis qu'il y a environ 17,3% des ressources qui viendront de l'extérieur. C'est qu'en réalité, nous ne mobilisons que 9 milliards. Et si nous partons de cette logique, je ne vais pas encore verser dans les analyses économétriques ici, oui, pour faire des modélisations. Ça sera très compliqué, ça va demander un tableau. Non, soyons simples. Aujourd'hui, comment on peut calculer les potentiels fiscaux d'un État? On prend la moyenne par région. En Afrique, cette moyenne est autour de 20%. Et lorsque vous êtes au Sénégal, ils sont à 25%. Donc, les 20% de notre PIB, qui est estimé à autour de 55 milliards, je descends même à 50 milliards de dollars parce que la planification économique est minimaliste. Donc les 20% de notre PIB, c'est 10 milliards. Donc c'est déjà plus que les 9 milliards que nous devons mobiliser. Or, dans ces 9 milliards-là, il n'y a pas que les régies financières. Depuis le 7 juillet 2008, la RDC a pratiquement 20 sociétés commerciales,
20 établissements publics et 5 services publics. Oui. Mais ils peuvent mobiliser cela. Les gens, si nous avons eu des problèmes en 2019, encore je n'ai pas eu le temps de montrer l'évolution des indicateurs, vous aurez remarqué que le seul problème que nous avons eu en 2019, c'est que le déficit des finances publiques était autour de 320 millions, tandis qu'en 2018, on était autour de 110. Mais cela est dit à quoi? C'est pourquoi j'ai parlé de l'environnement économique international. Comme notre grand partenaire commercial, c'est la Chine, a eu des problèmes à la suite de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est dans cette maison. Nous sommes en janvier 2018. J'avais attiré l'attention des autorités, je n'étais pas encore politicien, pour dire que messieurs, faites très attention. Vous pouvez regarder, farfouiller dans vos archives. On a les archives. J'avais dit que messieurs, faites très attention. La guerre commerciale entre la Chine et les USA va entamer nos finances publiques. Il faut déjà prendre des dispositions. Et ça a diminué le coût du cobalt? Oui. Et nos revenus ont diminué? Oui, c'est cela. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si le prix du cobalt a baissé en 2019, ce n'est pas du fait du chef de l'État. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas... Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas les Raïs, ce n'est pas Fatih. C'est l'environnement. La structure économique de notre pays dépend de l'étranger. Alors, chaque fois qu'il y a des fluctuations sur le plan international, cela a des répercussions sur notre économie. Mais la bonne nouvelle pour cette année, même si le coronavirus vient encore ajouter des problèmes, j'allais vous poser cette question. La bonne nouvelle, pour ceux qui suivent l'actualité économique internationale, au début de cette année, il y a eu un accord entre la Chine et les États-Unis. Oui, absolument. La Chine s'est engagée à acheter à la hauteur d'au moins 200 milliards de dollars aux États-Unis. Cela voudrait dire que l'économie chinoise va tourner. Et donc on va acheter notre cobalt et on va acheter notre cobalt. Et je voulais féliciter les gouvernements de la coalition CASH qui va sauver ce pays. Notre gouvernement a anticipé en créant une société qui peut acheter maintenant les cobalts ici de l'artisanat. Parce que lorsque nous avons la société... On a 50% dedans. Oui, non seulement cela, nous avons du stock. Nous contrôlons le stock et nous pouvons influencer les prix sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé quand ces artisanaux traitaient directement avec les expatriés? C'est qu'il y avait une suroffre sur les marchés. Donc, que les gens ne disent pas, la crise économique actuelle n'est imputable ni au Raïs, encore moins au Fatih. Que les gens parlent des choses qu'ils maîtrisent. Est-ce que je vous choquerai, Paul Godet, par rapport à cette question beaucoup plus directe? Je sais que vous avez été dans une régie de mobilisation de moyens il n'y a pas longtemps. Le Congolais n'a pas la culture fiscale. Le Congolais est le roi du camouflage. Le parallèle, l'argent sous les matelas, le commerce souterrain, etc. c'est le propre des Congolais. Comment vous allez faire, vous qui voulez mobiliser l'argent par la fiscalité? Ça va passer comment? C'est la rigueur. Ils vont envoyer les gens pour la rigueur, comme maintenant là on va nommer les mandataires. Oui. Il faut qu'on sélectionne les meilleurs, j'insiste au sens du capital humain. Lorsque les sommets, c'est pourquoi moi j'ai un grand respect pour Deogracias Rugwiza Maghera. Vous avez des hommes comme général de la DGDA. Vous avez des hommes comme Rugwiza là. Donc ce que j'ai dit là, je vous dis que les très hauts me regardent, mon père m'entend de sa tombe. Ça, c'est un homme exceptionnel. Vous avez des hommes comme Rugwiza là dans toutes les régions financières, dans les entreprises. Mais on va atteindre 20 milliards de dollars. Et à part cette discipline au niveau de la sélection, il faut des sanctions et je profite de vos caméras pour prévenir les gens. Si à la fin de ce mois, ceux qui sont élevés en dignité, politiquement, économiquement, culturellement, ils ne payent pas leurs impôts fonciers pour la ville de Kinshasa, je vais faire publier leurs noms dans les journaux. Oh, vous êtes pris... oui, c'est comme ça. Répétez la question, J'ai dit ceci, ça c'est une information que je vous donne. L'échéance pour l'impôt foncier, du moins était au 1er février. Par élégance, je laisse encore jusqu'à la fin du mois. Vous habitez cette ville. Vous êtes élevé en dignité politiquement, économiquement,
culturellement, je vous demande d'aller payer vos impôts à la DGRK. Vous ne le faites pas, à la fin de ce mois, je veux faire publier les noms de ceux qui n'auront pas payé. Et nous serons le premier à le faire. Quels que soient leurs horizons politiques. Quel que soit FCC, oui, non. Ils vont y passer. C'est comme cela. Nous qui dirigeons, nous devons prêcher par l'exemple. Il faut payer. Et je vous dis, sur le plan national, là, oui. Vous avez des gens comme Ruguiza partout. La discipline, on organise des tests pour affecter les gens à des postes stratégiques. Mais vous allez voir, c'est simple. D'ailleurs, les 11 milliards là, c'est peu. Et je voudrais dire ici que la planification est minimaliste. Cela ne voudrait pas dire que la République doit produire 11 milliards. C'est au bas mot. Au bas mot. Et c'est possible avec assez de discipline. Et la bonne nouvelle, c'est que comme la Chine a repris avec les États-Unis, cela aura des répercussions. Mais je sais qu'on va encore serrer la ceinture jusqu'au mois de mai, étant donné que cette maladie, le coronavirus, oui, a paralysé un peu, mais ça va reprendre. Mais est-ce que ceux qui nous suivent ne peuvent pas penser que Godempo est trop optimiste par rapport à l'économie de la RDC, alors que dans la sous-région, je vois bien nos amis de l'Est qui nous piquent toujours nos richesses, et eux ils se développent et nous non. Qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? Ils ont plus du cortex dans leur tête que nous. C'est ça. C'est pas du complexe, ça? Non, c'est pas du complexe. C'est pour dire que maintenant les 15 là, les 15 que les Raïs cherchaient. Oui. Et les Raïs doivent prendre la partie, comme il a déjà fait. Et le président de la République que notre peuple appelle Fachi Béton doit en trouver aussi. En fait, la réussite d'un État, c'est une affaire des meilleurs. Je vous ai dit que moi, j'ai un grand respect pour Florent Ibenge. Florent arrive dans ce pays. Coach. Oui, j'ai un grand respect pour ces messieurs. Il arrive en RDC, il trouvait que quand il fallait constituer l'équipe nationale, chaque commissionnaire avait son joueur à lui. Et c'est la République qui perdait. À chaque fois. Quand il vient, il sélectionne les meilleurs. Quand il partait, nous étions 3e en Afrique. Il faut cette méthode. Je parle de vous. Avant vous, la télé n'était pas cette télé que vous voyez maintenant. Vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Je vous en prie. Mais vous avez révolutionné la télé. Vous ne trouvez pas les gens. Vous n'inventez pas des choses contre les politiciens que nous sommes pour négocier après. Donc quelqu'un vient le matin, il a le cahier des devoirs de son fils. Il dit j'ai des dossiers contre tel. Donc en fait il n'a rien. Comme ils ne savent pas faire de pas sans appât, ils cherchent à vous appâter et après vous me demandez ça. Vous n'avez pas fait ça. Mais avec beaucoup d'intelligence. Et vous savez que quand on vient chez vous, c'est comme si on allait défendre une thèse de doctorat. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les questions qu'on va recevoir. À part vous, ça, l'exemple, je le prends de Thomas Louaka, le ministre les gestionnaires des savants du Congo, lui-même, un archi intellectuel. Il a dit quelque chose qui avait retenu mon attention. Il a dit que nous les politiciens, nous devons imiter les musiciens. Moi et vous, là, nous ne pouvons pas chanter dans Saïko. Non, impossible. Nous ne pouvons pas chanter dans l'Angalangasta. Impossible. Donc, c'est rigoureux. Mais ici, vous allez voir n'importe qui bourgmestre. Mais il y a un problème. Et c'est pour ça que vous avez suspendu les bourgmestres. Ah oui. Le rapport qualité, oui. Le rendement. Ça ne va pas s'arrêter là. Nous avons demandé au gouverneur de leur faire signer des contrats de performance. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des bourgmestres. Nous, notre problème, cette ville doit être nettoyée. Nous avons deux grands défis sur cette ville. C'est-à-dire, premier défi. C'est son assainissement et les routes secondaires. Donc, d'ailleurs, contrairement aux gens, quelqu'un me disait, mais quand vous avez commencé, vous sanctionnez les gens chaque jour, mais maintenant, pourquoi vous avez arrêté? Vous êtes devenu père fouettard. Non, oui, c'est-à-dire que chaque fois que vous jouez, donc pour que vous voyez la ville dans l'état où elle est en train maintenant de redevenir propre, elle ne l'est pas encore, nous avons frappé à la rasquine. Il y a des gens qui jouaient là-bas. Ils sont suspendus, les enquêtes sont en cours. Si les faits sont établis, ils vont se retrouver à Makala. Godempo, on va terminer cette émission. Seulement maintenant, j'aime pas. Oui, mais on est en direct. On est suivi au Gabon, à Libreville. Ah, ok. Germain Kaloubi, depuis Libreville, vous pose la question de savoir quel est le secteur qui générerait plus de recettes si Godempo était Premier ministre. Ah, on voyait déjà Premier ministre. Merci beaucoup. Deuxième question, il y en a trois. Oui. Deuxième question, Célestin Paloukou, depuis Toronto, au Canada, avec décalage horaire.
voudrait savoir quel conseil Gaudin Poy donnerait au président Fachi sur le nouveau contrat minier. Le nouveau code minier. Le nouveau code minier. Oui, oui. Et Régine Anassa, depuis l'Imété, là on est à Kinshasa, qui veut savoir les résultats du test d'embauche que l'Assemblée provinciale avait organisé. Merci beaucoup d'abord à notre compatriote qui nous a appelé de Libreville. Oui. L'économie congolaise est tirée par le secteur minier. C'est notre avantage comparatif. Si vous étiez Premier ministre? Oui, donc j'allais les rationaliser avec les nouveaux codes. L'avantage du nouveau code minier qui fait pleurer les gens, c'est tout simplement parce que notre redevance minière est passée de 2 à 10%. Et nous avons modifié également les mécanismes d'amortissement. Donc sous l'empire du code de 2002, l'amortissement était dégressif. Donc, je ne vais pas me perdre dans des choses à discuter. C'est plus technique, oui. Lorsque l'amortissement est dégressif, cela voudrait dire que les entreprises avaient la possibilité d'amortir rapidement leurs outils et cela augmentait les charges et réduisait l'assiette fiscale qui était conçue. Ils allaient payer moins. Ils allaient payer moins. C'est ça toute la bataille. Ce que les gens ne savent pas, je voulais dire ceci. Les Chili vendent aussi le cuivre comme nous. Les mêmes opérateurs, lorsqu'ils sont au Chili, la redevance aussi entre 20 et 30%. Or, nous ne sommes qu'à 10%. Donc, une mixture entre le potentiel minier qui est de 24 000 milliards de dollars et le nouveau code minier, c'est du boom financier. Pour nous. Oui, c'est du boom fiscal. Mais tout cela, il faut aligner ça sur les plans national de développement, le PNSD, qui nous a été légué par les Raïs. Donc, dans ces plans, c'est ça l'avantage. C'est pourquoi moi, j'ai pris chaque jour pour la coalition Raïs Fachi. Tu vas sauver ce pays. Il n'y a pas d'autre issue. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne dissout pas l'Assemblée. Non. Mais moi, je vous dis, je défendrai la coalition Raïs Fachi jusqu'à la mort du dernier soldat. Mais seulement, je demande aux uns et aux autres d'avoir du respect pour le président de la République actuel et honoraire. Alors, pour nous éviter des Célestin Paloukou demande quel conseil vous allez donner au président Fachi sur le nouveau code minier. Il doit les maintenir. Il le modifie ou pas? Il doit les maintenir, non. Même si là la pression c'est notre mascotte. C'est notre mascotte. Il ne peut pas y toucher. C'est notre mascotte. Vous savez, si les gens ne comprennent pas, lorsque la redevance minière passe de 2 à 10%, donc je ne parle pas des choses que j'ai lues dans les livres. C'est la réalité. À un certain moment, ne fût-ce qu'à distance, j'ai été associé à l'élaboration de ces codes. Donc je les connais par cœur. C'est un secret pour nous. Donc je les connais par cœur. C'est la meilleure des choses. Que la RAIS a donné à ce pays. Ça doit rester. Oui, c'est la meilleure des choses que la RAIS a donné à ce pays. Mais maintenant, avec la détermination de Fachi Baton. Oui. Allez se faire d'abord. Donc, ça va marcher. Oui. Donc, il faut, pour le président de la République, avec tous les respects, le conseil. Je lui demande qu'il maintienne ça. Qu'il maintienne les codes. Ce qui se passe maintenant dans le secteur minier, ce n'est pas parce que les 7 grands ne veulent pas travailler, c'est une situation internationale. Ça va se stabiliser. Vous avez dit au mois de demain. Oui. Et Régine Alimété demande le résultat de l'embauche, enfin le concours que vous avez. On a fini avec l'anonymisation des copies. Donc je ne voulais pas que les correcteurs voient les noms des candidats. Ah bon, c'était anonyme? Oui, j'ai fait. C'est le travail qu'on faisait. Donc nous avons fini avec l'anonymisation. Et nous allons recruter les correcteurs dès cette semaine. Et quand ils vont terminer, les résultats seront publiés. Et celui qui contestera, nous allons lui demander de nous envoyer son nom. Il verra la copie de son examen s'il l'attend. Vous allez publier ça? Non, si quelqu'un respecte. Parce que je vous dis que j'ai... vous avez déjà une méthode radicale. Vous avez déjà vu quelqu'un qui écrit « Je suis gradué » mais avec R à la fin. Oh, vous allez voir ça. Vous allez voir. Bon, ça vous va. Oui, ça me fait tellement plaisir que les gens qui sont chez eux, vous allez voir. Ceux qui ont mal fait le concours, ils doivent s'abstenir de faire des commentaires. Donc, que vous respectez, donnez seulement les noms. Oui. Le monde entier va voir comment vous écrivez. Gradué avec R à la fin. Oui. Merci beaucoup, Gaudin Poy. Le professeur les phrases qui n'ont pas de sujet. Oui. Donc, qui ne respectent pas sujet, verbe, complément. Aïe.
Merci beaucoup. Quand on dit écrivez matière grasse, donc on écrit grâce de la Bible, c'est-à-dire que ce sont les gens qui prient beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Cette émission sera beaucoup rediffusée parce que, au vu des questions qu'on a reçues aujourd'hui et des réponses pertinentes, je sais que vous avez toujours cette facilité de parler des choses compliquées, mais avec un langage beaucoup plus simple. Non, vous aurez remarqué que je ne dis pas. Moi, je n'ai pas dit que je suis intelligent, mais les personnes sérieuses savent que Godet émet des avis éclairés. Et des fois contre la volonté nationale. Quand je parlais de la TVA, vous avez vu, on est allé recruter des gens là. Oui, oui. Aujourd'hui, je cherche on vous a même attaqué d'ailleurs. Masaki Mikomba. Oui. Merci beaucoup, Président. Masaki Mikomba. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui. Merci beaucoup. Et merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. L'émission sera rediffusée plusieurs fois. Ça va vous permettre de vous apaisantir sur ce qui s'est passé ici en direct avec nous. Restez donc sur votre chaîne pour ces jours avec le journal, bientôt, avec la grande rédaction qui s'affaire déjà. Et puis nous, on se retrouve très prochainement, avec grand plaisir. À bientôt. JMK Today. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.